Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Les enseignants du Mali, signataires du 15 octobre 2016, prévoient une nouvelle grève à partir du 17 février prochain. Au même moment, le gouvernement annonce le recrutement de 15 300 enseignants. Quels vont être les enjeux de cette grève et ce recrutement? Alors, le Grand Dialogue pose le débat sur la question. Nos invités sont Souleymane D, professeur à la faculté de droit public, Dr Moriké Dambélé, pédagogue également, et Khalid Dambélé, économiste-chercheur au CRAPES. Je suis Mohamedou Touré, auditeurs et téléspectateurs, chers invités, bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Docteur Moriké Dambélé, cette grève qui est en cours et ce recrutement annoncé par le gouvernement malien, quel est votre avis sur la question? Merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir associé à ce débat qui est d'une grande importance aujourd'hui dans notre pays, parce que c'est une situation qui concerne l'avenir de beaucoup d'enfants et du pays par extension. Cette question que vous posez là est extrêmement importante parce que je crois qu'on met dos à dos l'appel à candidature pour le recrutement de volontaires et on le met au compte donc de la grève des enseignants. Mais comme dans le débat, je pourrais en tout cas développer un tout petit peu en relation avec les perspectives de recrutement des enseignants. Mais a priori, c'est une situation tout à fait catastrophique que nous devons peut-être analyser bout à bout. Moi, je m'en tiens à l'analyse pédagogique, comme vous m'avez annoncé comme pédagogue, de cette question. Merci. D'accord. Docteur Souleymane D, que pensez-vous de cette grève? Quels vont être les enjeux de cette grève et ce recrutement des enseignants? Alors, merci de nous avoir associés une fois de plus au débat du Grand Dialogue de Studio Tamani. Permettez-nous de, bien sûr, adresser nos vives salutations à vos téléspectateurs et, bien sûr, auditeurs. Nous sommes enseignants, et même si je suis enseignant au niveau du supérieur, comme tous les Maliens, nous avons appris avec beaucoup de surprises le discours du Premier ministre qui vise à suppléer ou sinon remplacer les enseignants grévistes par des volontaires. Par des volontaires. Alors, en tant que chargé de cours des droits de la fonction publique, déjà, cela nous pose énormément de problèmes. La fonction publique, sur quelle base juridique peut-on faire appel à des volontaires pour suppléer des enseignants recrutés par la fonction publique ayant un statut de fonctionnaire? Nous souhaiterons bien que le ministre nous donne la base juridique qui le fonde en droit à aller dans cette démarche. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comme on l'a dit tous les jours, ça prête au moins une image extrêmement négative à notre gouvernance et à notre gouvernement qui consiste à fouler aux pieds les droits des citoyens dans la République et de surcroît les droits fondamentaux. Et en la matière, vous savez très bien que tous les citoyens, si les fonctionnaires étaient citoyens, tous les citoyens ne sont pas du tout fonctionnaires. On a dit aussi que, pour que tout le monde comprenne, être fonctionnaire obéit à un mécanisme de conditions à remplir. Et quand on est fonctionnaire, on est tenu par des droits et des obligations. Et un des droits du fonctionnaire, c'est bien sûr observer la grève pour au moins atteindre la satisfaction d'un certain nombre de revendications. Et à ce niveau, encore une fois de plus, il est extrêmement grave d'entendre ces discours et surtout extrêmement grave en tant que citoyen lambda et du point de vue juridique, parce que c'est à ce niveau seulement que je vais intervenir, d'entendre ce discours. Pratiquement, il y a ici ce que nous appelons la violation même de la loi 02-053 du 16 décembre portant statut général des fonctionnaires en République du Mali. Parce que ce statut général dit que pour être fonctionnaire du Mali, il faudra être recruté sur la base d'un concours. Même s'il y a des dérogations en la matière, on va peut-être en parler dans le fond, l'accès à la fonction publique obéit par principe à l'ouverture et d'un concours. Et si vous regardez l'ouverture de ces concours, ce que nous dit l'article 29 du statut est extrêmement édifiant. Donc, dire aujourd'hui qu'on va suppléer des anciens grévistes qui sont dans leur droit d'observer la grève et qui font bien sûr la manifestation d'un droit fondamental par des volontaires, ça nous pose
un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que l'État du Mali s'est engagé pour consolider son processus de recrutement, à avoir bien sûr un recrutement sincère, transparent et régulier, et surtout bien entendu respectueux des textes. Nous avons créé pratiquement la direction nationale des concours de la fonction publique. Cette direction, c'est sous la base de l'ordonnance du 4 mars 2009. Et nous voyons la lettre, on l'a sous les yeux, du ministère de la Jeunesse et des Sports, et surtout le Centre national de promotion du volontariat du Mali, qui procède à lancer, bien sûr, cet avis de recrutement des 15 000 enseignants. Mais n'est-ce pas justifié quand il s'agit des volontaires? Écoutez, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on nous donne la base juridique. Comment est-ce qu'un volontaire peut venir suppléer un fonctionnaire? N'importe qui n'est pas fonctionnaire. Être fonctionnaire suppose aussi des garanties, des droits. D'accord, et on va y revenir avec plus de détails. On va revenir avec plus de détails. On ne peut pas remplacer un fonctionnaire par des volontaires, sinon la fonction publique n'a pas son sens. Le statut protège le fonctionnaire et le droit syndical est consacré par notre loi fondamentale et le droit de grève également y est consacré. D'accord, on donne la parole à l'économiste Khalid Dambélé qui est au téléphone. Monsieur Dambélé, quel est votre avis, vous, sur cette grève et ce recrutement? Aujourd'hui, quand on regarde la lettre faite par le Premier ministre, force effectivement est de reconnaître que nous vivons dans une situation où le pays passe un climat justement de fébrilité. Regardez, ils disent qu'ils vont justement licencier 15 000 et quelques enseignants pour recruter 15 000 et quelques enseignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le point du chômage, rien ne va changer. Il y a des personnes qui vont perdre leur emploi, d'autres personnes viendront justement occuper leur poste. Donc c'est juste un remplacement. Donc en termes de recrutement... Mais est-ce pour le moment un remplacement, puisqu'on parle d'un recrutement de volontaires, 15 300 volontaires pour une période de 6 mois? Oui, mais pendant 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 6 mois, c'est 15 000 et quelques qui vont toujours être en grève ou comment est-ce qu'on va les qualifier? Ils n'auront pas d'emploi. C'est le constat qu'on va faire. Donc moi, je trouve que non seulement ça ne va rien arranger à la situation, de deux, ça va davantage crisper le climat social, ça va davantage énerver ces enseignants, ça va davantage justement, si on ne fait pas attention, faire adhérer l'opinion nationale à leur cause. Donc moi, je trouve que c'est une mesure qui, à la limite, frôle, si vous voulez, un sentiment autoritaire, frôle, si vous voulez, un sentiment de non-concertation. Parce que pour moi, si nous sommes là aujourd'hui, il faudrait un peu remonter il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est parce qu'encore une fois, un certain nombre d'engagements pris par l'État n'ont pas été respectés. Donc, licencier ces enseignants-là ou mettre à pied ces enseignants pour recruter d'autres personnes pendant 6 mois, dans 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le problème sera résolu? Moi, ma préoccupation, c'est à ce niveau-là. Donc, l'analyse économique qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, si nous regardons en termes de chômage, ça ne va rien changer. 15 000 et quelques vont perdre leur emploi pendant 6 mois. Ils vont être remplacés par 15 000 et quelques. La population active ne va pas bouger. D'accord. Monsieur Dr Dambélé, aujourd'hui, ce recrutement est-il techniquement possible? Merci beaucoup. Je dois dire que c'est un débat qui va dans le sens de l'actualité et qui a naturellement un caractère sensationnel. Mais en vérité, il faut reconnaître que l'État a le droit de maintenir le service public en tout état de cause. Sur la base de ça, je vais vous donner deux ou trois chiffres. Je crois que l'annonce du Premier ministre est partie sur la base d'une étude diagnostique et prospective qui a été réalisée en 2014, où on estimait le nombre d'enseignants recrutés annuellement pour pouvoir réduire le ratio enseignants-élèves. En 2014, on a à peu près 8 700 000 élèves, premier cycle et second cycle. Et ces 8 millions étaient encadrés par 54 700 enseignants. Ces 8 millions deviendront 11 millions en 2020. Nous sommes en 2020. Et il nous faut 90 000 enseignants pour les encadrer. Dans cette perspective, il était écrit dans ce rapport de l'UNESCO que le Mali devrait recruter 15 000 enseignants annuellement pour pouvoir maintenir le ratio enseignant-élève à un enseignant
47 élèves. Donc, quand j'ai lu l'annonce, j'ai pris ce document-là, j'ai fouillé le document, je me dis, ah oui, c'est la base même des chiffres. Mais au-delà de cela, la question qui se pose et qui est d'ordre pédagogique et didactique. Qui sont ces enseignants qui vont être recrutés? On parle des sortants de l'IFM et de l'ENSU. Oui, qui sont-ils? On estime qu'ils sont sortis de l'IFM. On estime qu'ils ont déjà le diplôme de qualification. Mais moi, quand j'ai regardé les IFM et le nombre de formations, le nombre de sortants de ces IFM, il n'est pas sûr que l'État ait 15 000 sortants de l'IFM disponibles aujourd'hui, qui ne soient pas engagés dans un quelconque contrat. Donc, ça pose un problème de disponibilité. Le deuxième élément, si ils disent diplôme ou équivalent, parce que attention, diplôme de l'IFM, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'autre diplôme équivalent, parce que c'est un diplôme professionnel. Et alors, donc, en ce moment, je crois qu'ils veulent prendre des individus qui n'ont pas la qualification requise. On se pose la question, quel mode d'accompagnement? Quel est le lien qu'il faut établir entre ces enseignants qui vont être recrutés de façon très précipitée et engagés dans des classes? Et bon, ça pose des problèmes de suivi, de pertinence des enseignements, et ça va en tout cas pédagogiquement et sur le plan didactique affaiblir les enseignements et jouer davantage sur la qualité de notre école, qui a donc, vous le savez déjà, qui souffre beaucoup d'autres handicaps. Et il est important de réfléchir sur ces dimensions-là pour pouvoir justement ajuster et trouver une solution qui n'est pas évidemment celle de remplacer. Il ne s'agit pas d'un remplacement, à mon sens. Parce qu'on a besoin de 90 000 enseignants pour remplacer, ce n'est pas possible. Et il ne s'agit pas d'une substitution non plus. Il s'agit probablement d'une suppléance. Parce que suppléance, c'est le mot qu'il faut utiliser peut-être pour pouvoir résorber. C'est-à-dire un moment de crise, et on utilise ces enseignants-là en attendant que, évidemment, le syndicat enseignant et le gouvernement se mettent d'accord sur justement des revendications qui sont posées. Donc c'est une question de suppléance. Et deuxième élément de réflexion, si cette tendance devrait être maintenue, et c'est-à-dire recruter 15 000, mais je ne suis pas sûr, mais si cette tendance devrait être maintenue, la question c'est de savoir comment ces jeunes qui viennent de tel ou tel emploi puissent tout de suite prendre en charge des classes pour lesquelles ils ne sont pas suffisamment préparés. Quand bien même... On va y revenir parce que certains parlent de la période de stage que les nouveaux enseignants doivent faire. Aujourd'hui, quelle est la valeur juridique de ce recrutement? Voilà. Dambélé. Écoutez, c'est ce que j'ai dit encore une fois de plus. Dans l'entente de mes propos, j'ai demandé à ce qu'on nous donne une base juridique. Donc, est-ce que cela veut dire que ça n'existe pas? Ça n'existe pas, bien entendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune disposition textuelle au Mali qui donne autorisation au gouvernement de procéder à des recrutements en dehors des textes. Les textes sont très précis en la matière. Pour être fonctionnaire, il faut passer par le filtre du concours, c'est l'article 29. Au-delà, il y a des contractuels, bien sûr, dans la fonction publique. Mais ils vont être des volontaires. Est-ce que ça ne leur accorde pas un statut? Ça veut dire quoi être volontaire? C'est quoi ces statuts-là? Il ne faut pas qu'on nous invente quelque chose qui n'existe pas juridiquement. Et d'ailleurs, ce que moi je voudrais dire, il ne faudra pas être à l'origine des germes de conflits dans ces pays. D'ailleurs, aujourd'hui, pour moi, c'est toutes les corporations qui doivent se braquer. Se braquer pourquoi? Parce que si aujourd'hui on permet à ceux que les enseignants sont en grève, on va procéder par un recrutement massif de volontaires pour les supplier. Demain, lorsque les médecins iront en grève, on va faire la même chose. Après demain, lorsque c'est les magistrats, on va faire la même chose. Non, il faudra être beaucoup plus sérieux que ça. Quand on a des problèmes en face, il faudra les affronter. Et je répète, et je suis d'accord avec Dambélé, c'est pourquoi on a dit, pas de remplacement, c'est une suppléance, c'est le mot qui est sorti du discours du Premier ministre. Mais encore là également, on est en train de tromper le peuple malien. Le rapport de l'UNESCO qu'on a tous lu, qui parle de recrutement de 15 000 enseignants pour pouvoir maintenir les ratios. Mais le Premier ministre n'est pas le seul à l'avoir lu. On l'a tous lu. Il ne faut pas qu'il aille utiliser ce ratio de recrutement obligatoire qui s'impose au Mali, et on n'arrive pas à le faire, pour l'utiliser
en termes d'intimidation ou de menaces peut-être pour une corporation qui est en grève et qui est dans son droit de réclamer. Mais Dr Dembélé a souligné que l'État a l'obligation ce d'assurer service le minimum, service public. on va y arriver. On est en train de mélanger beaucoup de choses. Je crois que nous faisons partir de certaines personnes qui ont dit qu'on ne peut pas pervertir le droit de grève. On ne peut pas non plus pervertir le droit syndical. Et à ce niveau, on répète et on précise que les enseignants ne sont pas exempts de tout reproche. De tout reproche. Le reproche qu'on fait le plus souvent, c'est l'utilisation de la grève perlée. Elle est interdite par la loi. On a des arrêts, on a des jurisprudences qui, bien sûr, sont de ça et là, à travers la sous-région, à travers bien entendu l'Europe, la France, qui est notre référence en la matière, où les grèves perlées sont interdites. C'est-à-dire qu'il s'agit en ce moment de rentrer une semaine, sortir 2 semaines. Rentrer 2 jours, sortir 4 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle une grève perlée. Elle est interdite par la loi. Alors, le fait de brandir que le service minimum doit être assuré. Donc, le processus qui est adopté par les enseignants, le processus de grève perlée est discutable. C'est un processus qui ne tient pas à pouvoir respecter les règles de la grève. Parce que la grève perlée consiste à rendre de façon défectueuse les conditions de travail. Et ça, on le sait très bien sûr en la matière. Et donc, ce que nous voulons dire ici, et précisément, le gouvernement a l'obligation d'assurer un minimum de services. Et le maintien du service minimum en matière de grève n'est pas discutable, tout le monde le respecte. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les enseignants nous disent des fois qu'ils rentrent 1 semaine, ils sortent 2 semaines, que c'est pour eux une façon de maintenir. Et d'ailleurs, quand on parle d'enseignants, il ne s'agit pas que seulement de ceux qui sont dans les classes pour dispenser les cours. Le doyen qui est en face de nous est un pédagogue. Il est dans ce domaine-là. L'administration scolaire, bien sûr, fonctionne, même aujourd'hui. Donc, il faut faire extrêmement attention. Tout ce qui nous intéresse, c'est la base juridique. Et d'ailleurs, vous voyez, comment le ministère des Sports peut se retrouver dans un recrutement de la jeunesse et des sports. Oui, le ministère de la Jeunesse et des Sports, parce que le volontariat est rattaché à ce département. Comment peuvent-ils se retrouver dans un recrutement de volontaires pour l'enseignement, alors qu'en la matière, nous voyons la lettre, le ministère de l'Enseignement, le ministère de l'Éducation n'est pas impliqué, on ne voit pas, même si les demandes sont déposées dans les académies, on ne voit rien. Donc, il faudra qu'on nous explique comment est-ce qu'ils vont procéder. Et il y a un point qui est extrêmement important. L'IFM, c'est un diplôme professionnel. Il n'y a pas d'équivalence pour les diplômes professionnels. Quand vous nous dites diplôme de l'IFM ou équivalent, il n'y a pas d'équivalent au Mali, ça a été clairement dit. Mais ils vont jusqu'à nous dire que les enseignants qui sont allés à la retraite à compter de 2018 et 2019 peuvent aussi se faire recruter. Pour être volontaire. Pour être volontaire. D'abord, cette notion de volontariat qu'elle nous explique. Est-ce qu'ils vont le faire de façon bénévole? C'est gratuit? C'est payant? Mais on a entendu dans les discours du Premier ministre que ce serait payant. Ce sont des contrats à court terme, donc à durée déterminée de 6 mois. Comment on va faire tout cela concrètement quand on sait que le recrutement nécessite, par exemple, la collecte des données, des dossiers, le dépouillement, pour savoir qui est dedans, qui n'est pas. Nous sommes dans un pays où le Mali est très fort dans l'établissement des faux documents. Qui va pouvoir certifier tous les diplômes que les uns et les autres vont introduire pour vérifier qui a... Et ça nécessite un coût, et c'est pour cela qu'on va demander à M. Khalid Dembélé, est-ce que vous avez une idée sur le coût économique de ce recrutement? Le coût économique, avant d'en arriver à ce niveau, je voudrais quand même dire 2 mots. On peut continuer à jouer sur les mots. On peut continuer à dire que non, ce n'est pas un remplacement, c'est pour les supplier. On peut continuer, mais sauf que pendant 6 mois, comment est-ce que les 15 000 qui sont en grève vont être traités? Est-ce qu'ils auront un salaire? Est-ce qu'ils vont continuer à prendre leur revenu à la fin du mois? La réponse évidemment est non. Donc autrement dit, le salaire qu'ils devraient toucher pendant 6 mois sera orienté ou seront orientés vers les nouveaux qui seront justement recrutés pour les supplier. Donc la réponse c'est quoi? C'est que tu ne travailles pas dans le droit du travail, tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus. Donc ces gens qui n'auront pas à travailler pendant 6 mois n'auront pas de revenus. Et leurs revenus seront orientés justement à ceux-là qui vont justement travailler. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui, force est de reconnaître qu'au-delà même de l'enseignement, il y a un malaise dans le pays et la solution pour moi ne saurait être trouvée justement dans ce recrutement-là. Maintenant, le coût, c'est qu'en termes de pédagogie, on vient d'écouter justement les enseignants qui nous ont justement expliqué qu'il y aura un problème de vérification de la crédibilité des diplômes. Mais aussi et surtout, quand vous lancez comme ça un recrutement, les 15 000 concernés devront justement légaliser leur diplôme. L'État
doit justement mobiliser des commissions, l'État doit justement payer des gens, l'État doit justement mettre en place des primes pour justement permettre à des commissions de vérifier la crédibilité de ces diplômes. Mais au-delà de tout cela, on doit organiser le concours sur l'étendue de tout le territoire, à commencer de Caille jusqu'à je ne sais quelle région encore. Est-ce que cela va être possible avec la situation sécuritaire? Justement, c'est pourquoi je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, c'est une mesure qui ne nous permet pas de toucher la solution objective à ce problème-là. Quand nous regardons aujourd'hui, c'est vrai, il y a un rapport de l'UNESCO qui dit qu'il faut justement employer des enseignants supplémentaires, mais ça, c'est avec les enseignants déjà en place. On ne se dit pas qu'on va les mettre à côté et puis supplier par d'autres personnes. Si vous devez recruter, ce sera des enseignants supplémentaires. Ça ne pas. Moi, la question qui me titille aujourd'hui, c'est de savoir, dans 6 mois, après 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Si toutefois on n'arrive pas à trouver des solutions pour les enseignants actuels, qu'est-ce qui va se passer? Donc ce n'est pas une mesure structurelle qui nous permet de gérer le problème de l'enseignement. En plus des coûts énormes que ça va justement pousser l'État à dépenser en termes d'organisation de ce concours. Donc si nous regardons objectivement, on se dit qu'il est temps pour nous de mettre en place un dispositif cohérent, un dispositif qui puisse nous permettre d'arriver à une solution structurelle surtout. Les rapports sérieux sont là, il faudrait les prendre et les analyser avec objectivité et trouver une solution cohérente. Sinon, des déclarations comme ça, sinon des recrutements comme ça, sinon je ne sais pas, jouer sur les mots, on va les supplier, non, ça ne réglera aucunement le problème de l'éducation. Encore pire, ça va les aggraver. Docteur Dambélé, vous avez soulevé le problème de la qualité de ces enseignants, le stage qu'ils doivent observer. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut ajouter que dans l'histoire de notre pays, il y a eu de tels recrutements. On parle souvent de Sizoutar, où on a été amené à recruter un personnel non qualifié pour pouvoir supplier, pour pouvoir maintenir les écoles en jeu. Parce que ça, c'était la colonisation venait de finir. Et le Mali avait fait la rupture. On n'avait pas assez d'enseignants pour remplacer les enseignants coloniaux. Et donc, on avait sollicité un certain nombre de cadres, enfin, même des élèves qui étaient en 9e année, ont été retirés de l'école et on les a transformés en enseignants. On les appelle généralement dans le discours pédagogique les Sizoutards. Mais le contexte est totalement différent. Je voudrais aussi... La qualité, le niveau... on a tout ça, hein, la qualité en a pâti pendant un certain temps. Mais pour le contexte actuel, il faut insister sur 2 autres éléments. Le premier élément, c'est que dans les systèmes éducatifs africains, des pays sous-développés, l'enseignant est le plus important. On serait dans le système éducatif français, on pourrait prendre quelqu'un pour enseigner parce qu'il y a un dispositif qui est bien installé, bien rodé, manuel, accompagnement, etc. Tout est OK. L'enseignant vient simplement pour animer. Mais dans le système africain et des pays en développement de manière générale, les enfants n'ont pas de support. Ils n'ont pas accès à des matériels didactiques appropriés. Les classes sont ceci ou cela. Et en ce moment, on s'abat sur l'enseignant, sur sa capacité à prendre en compte toutes ces insuffisances. Mais si cet enseignant est affaibli par la qualité de sa formation, si cet enseignant est affaibli par le mode de son recrutement, parce que je me demande comment on va les rémunérer, on n'en parle pas, mais quand même on s'engage vers une autre forme de précarisation. Certains estiment qu'ils vont recevoir le SMIC. Oui, le SMIC ne peut pas faire un bon enseignant, mon cher ami. Même pour des volontaires? Non, même pas pour des volontaires, parce qu'il s'agit de faire un travail. Et ce travail a un coût physique, etc. Donc, si vous prenez le SMIC, vous donnez à un enseignant, il peut, dans l'enthousiasme, commencer. Il peut s'engager. Mais un mois après, il va se rendre compte que ce n'est pas ça. Ça ne marche pas. Ses frais de transport. Tout, c'est sa prise en charge. Donc, il ne faut pas faire une fuite en avant. Quoi qu'il faut discuter sérieusement et trouver un compromis
pour que l'école ne trouve pas encore un coup de fouet après. Le second élément, c'est que notre système éducatif a été totalement fragilisé. Les contenus d'enseignement. Nos contenus d'enseignement, vous voyez, il y a un ensemble de contenus diversifiés. Le système est fragilisé, les effectifs sont très élevés, les enseignants sont très peu. Encore une fois, il y a ce recrutement qui va venir justement totalement aplatir, affaiblir notre système, ou qui risque de l'être, parce que jusqu'ici, je ne suis pas convaincu qu'on aille jusqu'au bout de ce raisonnement. Peut-être c'est pour un peu tempérer l'ardeur syndicale et qu'après, est-ce que ça va tempérer l'ardeur syndicale puisque les enseignants prévoient d'aller en grève à nouveau à partir du 17 février? Oui, mais quand le gouvernement va recruter, va former, combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Mais disons qu'il y a un jeu de ping-pong. De ce côté, on résiste un peu. Maintenant, ça peut permettre, n'est-ce pas, à des négociations d'avancer. Si en même temps, ces négociations-là doivent continuer. Ça, c'est extrêmement important. En tout cas, il faut se garder de l'idée d'introduire ces individus, que je ne connais pas suffisamment, dans le système, sans une formation préalable. Et la formation, c'était le deuxième propos sur lequel je devrais intervenir. Ce n'est pas dans un mois qu'on peut former un enseignant. Un mois, 45 jours, je crois qu'il y a eu beaucoup de tentatives de formation des diplômés en voulant les transformer en enseignants. Mais le résultat, c'est qu'ils n'ont jamais été de bons enseignants. Ils n'ont jamais été de bons enseignants. Et donc, on va vers cette perspective où on prend quelques jeunes diplômés et on va les former pendant 1 ou 2 mois. Mais ces 2 mois-là ont un coût sur l'année scolaire. Vous comprenez que les marges de manœuvre sont très limitées. Est-ce qu'ils seront même formés puisque le gouvernement n'en parle pas pour l'instant? Oui, mais il ne peut pas être envoyé en salle de classe comme ça. Vous comprenez un peu, un enseignant qui a la 6e année, il va laisser la classe, un autre, quand bien même il est formé, il vient prendre la 6e. Ce n'est pas possible. Pédagogiquement, il n'y a rien de cohérence. Et cela va encore affaiblir le niveau des enfants parce qu'il y a une rupture brutale. Et sur le plan didactique, c'est-à-dire la maîtrise des outils d'enseignement, c'est un autre débat. Donc moi, je vois que ce n'est pas possible, pratiquement. Sur le plan pédagogique, sur le plan didactique, cette substitution devrait être suffisamment préparée et annoncée depuis très longtemps. Donc, à mon avis, ça va poser plus de problèmes que ça ne résout. D'accord. Est-ce possible de licencier les enseignants en grève? Puisqu'on parle de licenciement, est-ce que c'est possible? Dans le droit de travail, il y a le licenciement. Dans le droit de la fonction publique, c'est la radiation. On ne les licencie pas, on va les radier. Dans ce cas précis, non. La réponse est encore non. On ne peut pas les radier. Vous savez que nous avons préconisé, sur le plan juridique, une bataille au niveau des juridictions pour montrer aux enseignants qu'ils peuvent faire la grève autrement. C'est-à-dire, c'est contester toutes ces décisions de l'État devant les juridictions compétentes. Et en la matière, nous avons la section administrative de la Cour suprême. Et c'est déjà d'autant plus normal qu'on a estimé que le juge malien doit être le gardien des droits fondamentaux des Maliens. Et c'est ce juge qui doit dire au gouvernement que lui, surtout, ne doit pas être le premier à fouler la loi aux pieds. Je ne suis pas dans les protocoles. Il y a une violation. Ah, mais bien entendu. Et donc, il y a Abdoulaye Bayogo qui vous adresse une question. Il dit, Souleymane D, pourquoi les plus hautes autorités violent les lois tout en demandant à la population de respecter ces mêmes lois? Exactement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de cultiver des germes d'une dislocation de ces pays-là. Vous savez, quand on est ici au plateau, on doit mesurer notre langage. On doit oublier que nous sommes parents d'élèves et rester seulement dans notre peau d'enseignants-chercheurs. Parce que tout cela prête à la colère. On l'a dit 1000 fois. En 2013, nous nous sommes portés volontaires candidats indépendants, candidats malheureux aux élections législatives, parce qu'on avait compris très rapidement que, comme M. Dambélé vient de le dire, on fragilisait l'école dans ces pays-là. Les gouvernants n'ont pas leurs enfants dans les écoles publiques. Je suis convaincu qu'on ne pourra pas me montrer un ministre de ces pays-là qui a son enfant inscrit dans une école publique. Je suis convaincu que le Premier ministre lui-même
n'a pas un seul de ses enfants inscrit à l'école publique. Et je suis convaincu que les directeurs nationaux, en tout cas au Mali, tous ceux qui ont les moyens de joindre les deux bouts, n'ont pas leurs enfants à l'école publique. Si vous voulez tuer la nation, on ne va pas nous apprendre cela encore aujourd'hui. Les grands chercheurs, les grands penseurs leur disent, détruisez l'éducation et vous avez bien sûr la domination sur les pays. Moi, je me positionne sur mon statut d'enseignant du supérieur. Ces enfants dont on marginalise la formation, ce sont ces 11 millions d'enfants qui ont le droit à l'éducation. C'est un droit fondamental également. Sur quelle qualité, sur la base de quelle qualité d'enseignement on va les former pour les envoyer au niveau supérieur. Tandis que la bataille juridique aujourd'hui dans ce pays et dans le monde, c'est l'innovation et surtout la recherche. Quelle recherche on propose pour le Mali de demain? Quelle innovation on cherche pour le Mali de demain? Si aujourd'hui nos gouvernants pervertissent aujourd'hui l'enseignement. L'enseignant, comme il a dit, c'est le sacerdoce. Il ne faut pas croire que les enseignants demandent c'est pas de la mendicité. Justement, cette demande, il y a M. Bayoko qui adresse une question à Khalid Dambélé. Il dit, est-ce que la demande des enseignants est insoutenable par l'État malien économiquement aujourd'hui? Aujourd'hui, pour répondre à cette question, il faut qu'on sache à quel salaire on va leur payer. Jusque-là, rien n'est dit à ce niveau. Ils ne nous ont pas encore dit. Il y en a des bruits qui courent en parlant du SMIC, mais on sait que le SMIC au Mali, c'est 40 000. 40 000 peut permettre à qui de joindre les deux bouts. Donc oui, aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations à ce niveau. Mais si nous nous fions au constat selon lequel nous dit que normalement, ils devront être traités sur la même base que les enseignants qui actuellement sont en activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra pas, parce que qu'est-ce que l'État nous dit? L'État nous dit que pour satisfaire les besoins des enseignants qui refusent de travailler aujourd'hui, on n'a pas le budget. Donc, il demande aux enseignants de fournir un effort. Donc, force est de reconnaître que s'ils doivent traiter les mêmes nouveaux recrues avec les mêmes traitements des anciens, on ne va pas s'en sortir. Le budget ne va pas supporter cela. Mais moi, je trouve qu'il y a encore un autre débat qui peut-être il faudrait soulever. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore compris ça. Et là, moi, je parle aux enseignants. On n'a pas encore compris c'est quoi la vocation. Beaucoup d'entre eux deviennent professeurs, deviennent enseignants primaires, secondaires comme au supérieur par défaut. Quand c'est comme ça, il y a toujours ce problème, il y a toujours ces velléités, il y a toujours cette tentative de vouloir justement gagner davantage qu'il n'en faut. Encore une fois, toute idée loin, selon moi, qui dit que les anciens n'ont pas le droit de réclamer ce qu'ils réclament aujourd'hui. Mais je veux dire que l'enseignement est avant tout une vocation. Chose qui, aujourd'hui, on n'arrive pas aussi à retrouver chez la plupart de nos anciens. Mais quand bien même, moi, je me dis que nous en sommes là aujourd'hui parce que l'État, encore une fois, s'est engagé sur un certain nombre d'aspects qui n'arrivent pas à honorer ses engagements. À un moment donné, il faut économiquement, Khalid Dambélé, est-ce que le coût de ce recrutement comparé à la satisfaction, quand on regarde le coût de ce recrutement comparé à la satisfaction des doléances, quelle devrait être la meilleure solution pour l'État malien aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il faut être objectif et il faut essayer pour une question de justice et d'équité, il faut satisfaire ces revendications-là. Moi, je suis encore une fois désolé quand j'entends qu'on nous apprenne que c'est au-dessous des moyens de l'État. Aujourd'hui, vous avez chaque année des rapports du vérificateur général qui nous montrent qu'il y a des milliards de francs CFA qui se dissipent. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le fonctionnement de nos 8 premières institutions, à commencer à la présidence jusqu'au niveau de nos différentes cours de justice, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces gens-là bouffent chez nous plus de 80% de nos recettes publiques. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que pendant ce temps-là, il y a des anciens qui réclament l'année passée, on nous avait dit que c'est 53 milliards. 53 milliards, vous pensez que l'État malien, sur un échelon d'une année, ne peut pas payer ça? Moi, je refuse de croire à cela. Donc, je me dis que c'est juste une question de volonté, c'est juste une question d'objectivité. L'État, nos institutions ont failli en termes de rationalisation de nos budgets. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et oui, les anciens ne pourront pas comprendre lorsqu'ils constatent qu'il y a des corruptions avérées à hauteur de milliards de francs CFA et qu'on leur demande à eux de fournir des ressources. Souvent difficile à comprendre. Docteur Dambélé, Ousmane Mamadou Dambélé sur Facebook dit l'année prochaine, nous allons revendiquer l'intégration à la fonction publique de tous les diplômés de l'IFM et de l'ENSUP. Alors ce recrutement va-t-il réellement résoudre le problème? Non, le recrutement de tous les diplômés des écoles de formation d'enseignants peut aider le système à souffler. Mais est-ce que l'État peut supporter le coût? Oui, là, c'est une question économique.
Je ne connais pas bien ça. Mais je veux dire que si on doit s'engager vers une école de qualité, on doit encore davantage recruter plus d'enseignants formés. Maintenant, est-ce que l'État peut soutenir ça? Je ne sais pas. L'autre idée que je voulais demander, c'est que si nous sommes allés loin dans les études, si les membres du gouvernement, les syndicats, si nous avons bénéficié d'une formation de qualité pour être ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que d'autres générations ont agi en faveur de cela. Et nous, aujourd'hui, nous sommes redevables de ces générations à venir. Si nous ne mettons pas l'accent sur la qualité de leur formation, nous allons manquer à un devoir vers le pays, vers le Mali. Ceux qui sont formés au Mali, ceux qui sont formés ailleurs, le plus souvent, c'est sur le budget malien. C'est l'État malien, d'une façon ou d'une autre, qui a servi à former tous ces gens-là que nous connaissons aujourd'hui. Donc il faut que ces gens, les gouvernants, qui puissent justement revenir pour investir massivement dans le secteur de l'éducation et de sortir un tout petit peu l'éducation des calculs mesquins. Donc sauver l'école malienne au lieu de sauver l'année scolaire. Bon, vous voyez que l'année passée, on a sauvé l'année. On n'a pas sauvé l'année. On a en tout cas fait passer les examens dans des conditions très difficiles, pédagogiquement inacceptables. Et je m'en vais à tous les Maliens, les gens laissent faire. Mais il faut qu'on se ressaisisse. Justement, l'association des élèves et étudiants du Mali, les parents d'élèves, est-ce qu'ils se mobilisent réellement? Non, c'est plus que tout ça. C'est le Malien dans toutes ses composantes qui doit s'élever et demander une école de qualité. C'est les associations de parents d'élèves, les associations d'élèves étudiants, oui, mais tout le pays, toutes les populations doivent se mobiliser pour demander au gouvernement une école de qualité et les conditions d'une école de qualité. Mais si tout le monde assiste impuissant à la dégradation très prononcée de l'école publique, je suis d'accord avec vous, mon cher collègue. L'école publique commence à ne plus exister. Et justement, je vais lui poser cette question de Paul Tembeli qui dit pourquoi le Mali n'essaie pas de voter une loi à l'Assemblée nationale pour dire qu'on ne nomme pas un ministre si son enfant ne se trouve pas dans une école publique. Tu ne peux pas devenir président de la République lorsque ton enfant ne se trouve pas dans une école publique. Ce sont de très bonnes mesures qui ont été engagées par, bien sûr, un certain nombre de jeunes depuis 2013. Alors qu'on sait très bien que le député n'a pas de programme, mais il y a des jeunes candidats qui avaient proposé depuis 2013. Votez pour nous parce que nous allons arriver dans un parlement où on va faire voter une loi de cette nature. Moi, je pense que les solutions, nous les connaissons ici au Mali. Les solutions, c'est qu'il faudra qu'on se prenne au sérieux. Les solutions, il faudra qu'on soit respectueux les uns vis-à-vis des autres. Les solutions, c'est aussi qu'il faudra qu'on soit redevable à ces pays-là. Voilà. Moi, je l'ai dit. J'ai été formé à l'école publique. Je suis fils d'un préfet, mais j'ai été formé à l'école publique. Et je sais que tous mes frères, mes sœurs ont été formés à l'école publique. Ils sont tous aujourd'hui fonctionnaires de l'État malien. Et qu'est-ce qui se passe depuis qu'on a basculé dans cette démocratie, ou du moins cet avènement de la démocratie, où l'école a été délaissée? Parce que l'enseignant a compris que tout doit passer par lui. Et ce que moi je voudrais dire ici, parce que je vais rester pas dans ma peau de parents d'élèves, parce que ma fille est à l'école publique. Je fais partie des rares cadres de ce pays à accepter que leur enfant soit inscrit encore à l'école publique. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aller à l'école privée. Ce que je veux dire ici, tout simplement, par rapport à cette approche du Premier ministre, le ministère de la Jeunesse n'a aucune qualité juridiquement à faire suppléer des fonctionnaires de l'État malien. Deuxièmement, il faut que le ministre comprenne que ce qu'il engage comme démarche ne repose sur aucune base juridique. C'est ce que nous appelons en droit la théorie de l'acte inexistant. Un fonctionnaire n'est pas un citoyen ordinaire. Il est recruté sur la base d'un certain nombre de conditions. Il est protégé par un statut. On ne peut pas le suppléer, le remplacer ou tout ce que vous voulez comme qualification, comme ça, parce qu'on s'est réveillé, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Et donc, si on ne peut pas faire ça, est-ce que l'article 39 qui semble être le problème, le gouvernement 39, peut-il revenir en arrière? Oui, on a expliqué. Mais le gouvernement a toutes les solutions, on a donné les solutions. Lorsque vous faisiez voter une loi, la loi a une force obligatoire.
le gouvernement est le premier à respecter la loi. Et d'ailleurs, cette posture du gouvernement est une posture extrêmement dangereuse. Si le gouvernement décide de ne plus respecter la loi, mais quels sont ces citoyens maliens à qui on peut obliger de respecter la loi? Le gouvernement est un boussole. Donc le gouvernement, par rapport à l'adoption de cette loi, ne peut pas revenir en arrière. Non, on peut. L'application est obligatoire. On ne revient pas sur ça, ce n'est pas discutable. Il faut appliquer l'article 39. On n'a pas le choix parce que c'est une loi qui le dit. Donc on ne peut pas négocier. Donc elle ne peut pas être modifiée. Oui, elle peut être modifiée. Ce qu'on a dit par contre au gouvernement, le gouvernement a toute la latitude de pouvoir renvoyer la même loi pour relecture, pour modification, pour extirper du corpus juridique de la loi les articles ou les dispositions qui prêtent à confusion ou qui sont conflictogènes. C'est tout. Maintenant, à partir de là, le gouvernement met en application l'article 39 et le gouvernement s'engage avec les syndicats pour dire « Je ne peux pas en une matinée vous payer tous les arriérés. Par contre, je veux établir avec vous un échéancier pour pouvoir peut-être payer tout ce que je vous dois depuis 2019. » C'est aussi simple que ça. C'est une question de bonne volonté. Et moi, je dis, et je répète encore une fois de plus, vous voyez dans notre pays, il y a de ces pratiques qui font très peur. Ça fait plusieurs années que nous sommes ici sur ce plateau. Nous dénonçons l'attitude du gouvernement. On a aujourd'hui basculé sur le système LMD. On ne va même pas revenir sur ces débats-là. Mais les étudiants qui sortent de nos facultés, qui ont la licence, ne sont autorisés à faire aucun concours. On a dit 1000 fois. Personne ne nous a écoutés. Et compris, comme il a dit, les parents d'élèves ne lèvent pas les petits doigts. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je suis peiné. Quand on fait des concours d'entrée à la fonction publique, vous entendez inspecteurs, travailleurs sociaux et autres. D'accord, et on va donner la parole à Khalid Dambélé. Vous aurez la parole tout de suite. Khalid Dambélé, aujourd'hui, est-ce que l'État malien peut trouver cette solution qui est proposée par Khalid Dambélé de façon économique? Oui, moi aujourd'hui, je me dis qu'il est temps qu'on soit sérieux dans l'analyse. Quand vous regardez par exemple la façon dont nos institutions fonctionnent, je reviens encore là-dessus parce que ça m'est cher. Quand vous regardez ça, vous allez vous rendre compte que c'est un faux débat auquel nous assistons aujourd'hui. Parce que c'est quoi le fil conducteur du gouvernement? C'est d'appeler les enseignants à penser au devenir des élèves. C'est de dire que le pays traverse une situation où nous vivons un déficit budgétaire. Il faut vraiment fournir l'effort pour régler ce problème-là. C'est quoi leur discours? C'est de dire aux enseignants qu'il faut être patriotique. Donc ils essaient tout simplement de jouer sur l'émotionnel. Or, rationnellement, on peut trouver une solution rapide à ce problème-là. Qui est quoi? Qui est justement de couper là où il faut commencer à couper. Autrement dit, il faudrait arrêter justement de faire fonctionner l'État sur un budget qui est pharaonique. Quand je vous ai dit tout à l'heure que 80% de nos recettes publiques va dans le fonctionnement, c'est la loi de finances 2020 qui le dit, pas moi. Quand on regarde tout ça et que quelque part, l'application de l'article 39 des enseignants ne vont pas dépasser, si vous voulez, 60 milliards, moi je me pose des vraies questions. Je me dis que, comme ça a été évoqué par le professeur Souleymane, je me dis qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut tout simplement se mettre d'accord avec les anciens pour dire que la loi a un caractère, si vous voulez, obligatoire. Donc, la loi va être appliquée, mais à l'état actuel des choses, on va essayer d'échelonner un peu comment est-ce qu'on va vous payer ces dus-là. Parce qu'aujourd'hui, les anciens ont un argument devant la justice. Cet argument, c'est quoi? C'est de dire qu'on refuse de respecter nos droits. Donc, à un moment donné, il faudrait se rendre à l'évidence que... D'accord, merci Khalid Dambélé. Docteur Moriké Dambélé, quelles vont être les conséquences de cette situation sur les études des enfants? Merci. Je pense que les conséquences sont nombreuses. Elles sont déjà connues. C'est que ce recrutement et ces va-et-vient entre syndicats enseignants et gouvernement, ceux-ci vont justement impacter dangereusement la qualité des enseignements. L'école publique, particulièrement. Et donc, vous demandez la mobilisation de tous les Maliens aujourd'hui pour trouver une solution. Pour trouver une solution. C'est ça, à peu près, le dernier mot. Il faut que tout le monde se mobilise pour qu'ils puissent avoir une solution et rapide pour que les enseignants reprennent la classe. Même ces volontaires-là qui soient davantage formés pour rejoindre les cours. Est-ce votre demande également, Souleymane? Oui, il faudra apaiser, rapidement d'ailleurs. Je crois que c'est surtout ça le problème. Lorsque le gouvernement rate le coach, ça radicalise. Il y avait par exemple une des solutions aujourd'hui que tout le monde connaît, c'était la réquisition. Pourquoi ne pas vouloir réquisitionner et inventer... Donc vous demandez aussi la mobilisation de tous les Maliens? Bien entendu. Et d'ailleurs, le pays est dans une situation extrêmement pénible, extrêmement difficile. On ne va pas mettre de l'huile sur le feu. C'est pourquoi je dis nous préférons rester
rester dans notre peau d'enseignant, pédagogue et ne pas nous, voilà, et avoir et garder la tête froide. Merci beaucoup, Souleymane Dié, professeur à la faculté de droit public à l'université de Bamako, Dr Morike Dambélé, pédagogue, et Khalid Dambélé, économiste chercheur au CRAPES. Ils étaient les invités du grand dialogue de ce soir. À la régie vidéo et audio, Peting Diara et Nouhoum Djire. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.